Crais est une commune française, située dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle se trouve à 25 km, au sud-est de Valence, préfecture de la Drôme. Ses habitants sont appelés les Crestois. La commune est principalement connue pour la tour de Crais, donjon médiéval, classé monument historique. Se situant en dessous du 45e parallèle, Crais se trouve dans le quart sud-est de la France. La vallée de la Drôme forme une frontière climatique, mais aussi géologique. Le climat comme le paysage sont un point de rencontre de différentes influences, et constituent ainsi une riche biodiversité. Les climats méditerranéens, continental et montagnard se partagent les lieux. La gare de Crais, située sur la ligne de Livron à Aspres-sur-Buëch, est desservie par un train de nuit intercité, relation de Paris Austerlitz à Briançon, et par les TER PACA et TER Rhône-Alpes, relation de Romans-Bourg de Péage, à Gap ou Briançon. Le plus proche accès en TGV se fait par la gare de Valence TGV, située à 35 km. Attesté sous les formes Christam en 1120, puis Cresto en 1144. De l'occitan Crais, du latin Christa crête d'un oiseau, qui a pris comme en français, le sens de crête de montagne, sommet, cime. Le village est dominé par une crête rocheuse, au nord de la ville, site d'un donjon dominant le cours de la Drôme. La famille Arnaud fait construire au Xe siècle un château dont l'enceinte englobe une petite ville, alors dénommée Christa Arnaldorum, c'est-à-dire la crête des Arnauds. Cette cité prendra plus tard le nom de Crais Arnaud, puis Crais. Une fouille préventive au passage du TGV Méditerranée, sur la commune de Crais, a été réalisée, entre novembre 1995 et juin 1996, par Jean-Michel Tréfort et son équipe d'archéologues. Le site fouillé, dénommé Bourbousson, situé sur la rive droite de la Drôme, a permis d'identifier un habitat alstatien, daté du 5e siècle avant Jésus-Christ. Sur ce site, fréquenté dès le néolithique, ont été mises en évidence les conditions du développement de l'agriculture, épierrements, et murs de pierre sèche délimitant les champs, terrasses de culture. Réoccupé dans la première moitié du 5e siècle, il s'y développa un habitat groupé, qui a pu être parfaitement daté, grâce à la présence de céramiques d'importation de Grèce, et d'amphores saliotes, ainsi que par des objets métalliques, fibules. L'occupation fut de courte durée, celle d'une génération, entre -500 et -440, mais permit l'édification de plusieurs bâtiments en terre et en bois, ayant chacun une surface approximative de 40 mètres carrés. Les bâtiments sont de deux types. Le premier suit un tracé rectangulaire, ses murs sont en colombage courdé de terre et le toit à deux pans. Le second type, qui correspond à l'architecture protohistorique du domaine alpin, utilise un cadre de poutres reposant sur un substrat de galets. Entre ces bâtiments qui constituaient un village, existaient différentes parties domestiques, fosses silos, greniers, et des allées ou chemins empierrés. La fouille du site a permis de recueillir 24 000 tessons de céramique, dont 95,5% non tournés. La céramique tournée était d'importation, en format saliote, et poterie attique, à vernis noir. Il fut aussi exhumé 200 objets métalliques, dont nombre de parures typiques de la civilisation de Hallstatt. L'outillage lithique était composé de meules en grès ou en basalte, de polissoirs et de petites enclumes. Un seul outil, une aiguille à chat, était en os. Bourbousson, situé au débouché d'une importante voie transalpine, qui se croisait avec une piste protohistorique, menant de Massalia à Lugdunum, est le témoignage de l'influence hallstattienne, en vallée du Rhône. Il marque la frontière entre la vallée de la Drôme et le Tricastin où, à 40 km, se trouvent le Peg et l'Oppidum Saint-Marcel sous influence méditerranéenne. La découverte à Crais, sur le site de Bourbousson, d'une copona gallo-romaine, datée du IIIe siècle, est due au chantier de fouilles ouvert sur le tracé du TGV Méditerranée. Une équipe d'archéologues, sous la direction de Véronique Bastard, a pu dégager les restes d'un bâtiment quadrangulaire de 264 mètres carrés. La façade sud de celui-ci était précédée par deux pavillons d'angle, réunis par une pergola. Cet ensemble formait cour. L'accès principal de l'auberge se situait à l'est et se faisait par un chemin raccordé à la voie romaine. À l'ouest,
une ouverture menait à un lucus, bois sacré, où ont été retrouvées des offrandes monétaires. L'intérieur de l'auberge était subdivisé en 6 salles, organisées autour d'une pièce centrale de 54 mètres carrés. Celle-ci était surmontée d'une mezzanine. Elle comportait un foyer qui servait tant pour la cuisson des aliments, que pour le chauffage. Sur ses côtés a été identifiée la présence de plusieurs vaisseliers, ainsi que celle d'un grand coffre de bois contenant des réserves de nourriture. La mezzanine permettait de stocker d'autres réserves, essentiellement des céréales, des légumineuses et des fruits. Ont été identifiés parmi ces réserves alimentaires de l'orge, des fèves, des lentilles, des betteraves, des pommes, des noix et des noisettes. De la grande cuisine, on accédait à une pièce toute en longueur, la salle à manger, qui a pu être identifiée grâce à une multitude de fragments de poterie et de reliefs alimentaires. Sise au pied d'une colline, orientée plein sud, l'auberge de Bourbousson avait pris la place d'un petit établissement agricole, du début du IIIe siècle. Celui-ci fut totalement transformé lors de sa nouvelle affectation. La toiture fut refaite en utilisant, en alternance, des tuiles à rebord, tégules, et des tuiles canal, imbris, la charpente reposant sur des murs en briques crues, adobe, suivant les préconisations de Vitruve. Tous les sols étaient en terre battue, la cour pavée de petits galets, et des gravillons recouvraient les voies d'accès. Le site de Bourbousson a permis de retrouver, dans une resserre de l'auberge, 2 reilles d'arère, qui ont été datées du courant du Ve siècle. Ces instruments aratoires, forgés d'un seul tenant, qui se présentent sous la forme d'un soc en forme de triangle, ou de losange prolongé par une tige, ont été étudiés par Michel Feuger. Le premier est long de 45 cm, et pesait 3 kg, le second de 62 cm, pour 3,25 kg. Ces socs primitifs sont considérés comme faisant partie des plus grands objets en fer, provenant de cette période de l'Antiquité. Sur ce même site, ont été recueillies 596 monnaies romaines, toutes de billon, ou de bronze, à l'exception de 2 pièces d'argent, à l'effigie de l'empereur usurpateur Magnence, qui furent frappées à Lyon, en 351-352. Dans ce lot, 445 pièces ont été identifiées avec certitude. Sylvia Nestio, qui s'est chargée de cette étude, a regroupé ce numéraire en 3 ensembles. Le premier ne comprend que 9 pièces. Elles ont été retrouvées groupées près de l'auberge de Bourbousson. Elles semblent provenir d'une bourse perdue. Le second se compose des 247 monnaies, provenant du sol en terre battue de l'auberge. Le troisième, qui est le plus important, avec 329 pièces, a été retrouvé dans le lucus, autour d'un bloc carré de molasse, et correspond à un dépôt votif. Au Moyen Âge, charte de liberté octroyée aux habitants de Crest par Adhémar de Poitiers, comte de Valentinois, en 1188, tour de Crest. Crest est célèbre pour sa tour, le plus haut donjon de France, avec 52 mètres. Cette tour est le seul vestige d'un imposant château, qui fut détruit par Louis XIII, qui le trouvait potentiellement dangereux. La tour fut épargnée, et a servi par la suite de prison. Y seront enfermés des libertins, des protestants, lors des guerres de religion, et des opposants au coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. La ville de Crest fut créée par la famille Arnaud, comme l'illustre le nom de la ville Christa Arnaldo Rome, Crête des Arnaud. Le pasteur et historien, François-Eugène Arnaud, se disait descendant des Arnaud de Crest, qui furent à la fin du XVIe siècle, repoussés dans les Alpes par les comtes de Poitiers. Ceci ressort d'une correspondance avec l'historien Rochat, auteur d'un dictionnaire biographique de la Drôme. Dans une autre correspondance avec l'historien Roman, en date du 25 juillet 1903, celui-ci indiqua à Eugène Arnaud que la famille Arnaud n'est pas originaire des Hautes-Alpes, mais ce sont les Flottes, tous nommés Arnaud Flotte au baptême, qui sont une branche cadette des Arnaud de Crest. Ce sont les Arnaud Flotte, qui ont possédé au XIe siècle la Roche, et la Baume des Arnaud. Contrairement à ce que prétendait l'historien Aymar du Rivail, les Arnaud étaient nobles et chevaliers, ils prêtaient hommage aux comtes de Valentinois et du Diois. Les possessions de la famille Arnaud allaient du Vivarais au Trièves. Ils fondèrent la ville de Crest. André Borel d'Autrive, dans l'Armorial du Dauphiné, donne les indications suivantes: famille nombreuse et puissante qu'Aymar du Rivail, historien du Dauphiné,
prétend être d'origine roturière, et qui fit bâtir la ville de Crest, la Baume des Arnaud, et Chastel-Arnaud. Arnaud de Crest fit hommage le 15 août 1145, à l'évêque de Die, de ses châteaux de Crest, d'Aoust-sur-Scie, de Saint-Benoît, de Beconne, de Saint-Médard, de Divageux, de Marsanne, de Cobonne, de la Recluse et de la Forest. Le même Arnaud fut probablement connétable de Tripoli, à la seconde croisade, en 1155. Cette maison possédait la seigneurie de Crest, soit en partie, soit totalement. Le 15 août 1146, afin de financer un voyage en Terre Sainte, Arnaud de Crest céda à l'évêque de Die ses possessions dans le diocèse de Die, dont le site fortifié de Crest. Une fille héritière d'Arnaud, fille de la comtesse de Marsanne, s'allia au comte Guillaume de Poitiers, originaire du Languedoc, ou de l'Aquitaine, selon Eugène Arnaud, et la seigneurie, après une lutte acharnée entre les Arnaud et les Poitiers, revint à cette dernière famille. En guerre, les Arnaud furent chassés par les Poitiers, et s'implantèrent au-delà de Die, dans les Alpes, Embrun, Forcalquier, Château-Dauphin, où ils tombèrent dans l'oubli. Plusieurs gouverneurs s'y succèdent jusqu'à la Révolution. Une pièce de théâtre écrite au XIXe siècle, par Madame Sédetet, intitulée Catherine Bouliane, évoque l'entourage du gouverneur de la ville, et château de Crest en 1660. Au XVIIe et XVIIIe siècle, le lieu-dit Soubeyran, sur la rive gauche de la Drôme, abrite des moulins à papier, que la famille Gaillardon, David, Sébastien, Étienne, fait prospérer. D'autres moulins à papier essaimeront en amont, et au nord de Montpellier, à l'instigation de cette famille. Après être sortie ruinée des guerres de religion, la ville connaît une accalmie au XVIIe siècle, notamment grâce à son fort développement économique, rendu possible en raison de l'implantation d'industries fabriquant du coton, de la laine, ou encore de la soie. Au XIXe siècle, la tour de Crest réaffirme son rôle de prison, lors du coup d'État de Napoléon III, en se faisant le lieu d'enfermement de plus de 400 insurgés, principalement des paysans. Pendant la Première Guerre mondiale, un camp de concentration pour tziganes d'Alsace-Lorraine, de 1915 à 1919, fut créé dans la commune. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1944, les Allemands amenèrent des groupes de prisonniers de l'armée rouge, des républiques soviétiques du Caucase, ou d'Asie centrale, chargés de violer, maltraiter et piller, en échange de la vie sauve, à Crest et à Saint-Donat. La population locale pensait qu'il s'agissait de Mongols. Au XXIe siècle, placée aux portes des Préalpes, proche du Diois, Crest est une ville de passage pour tous les habitants de la vallée de la Drôme. C'est un centre touristique, qui accueille plusieurs festivals, Crest Jazz Vocal, Futura. Crest connaît son unique marche des fiertés, le 11 mai 2013. Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com. Les photos proviennent de mes collections personnelles, ou de recherches sur la toile. Enfin, ce texte a été interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée.